Donc, ben voilà, parmi les plaisirs d'être président d'un jury, il y a surtout évidemment celui de remettre le prix quand c'est terminé. Il y a aussi celui de présider le jury parce que ça se passe dans une atmosphère extrêmement agréable, où on ne se dispute pas. Donc, c'est très bien. Mais il y a évidemment surtout le plaisir de remettre le prix. Alors, je pense que votre thèse, elle s'inscrit bien d'ailleurs dans les tendances à l'exotisme que Claude Lacour a développé il y a un instant. Je pense que s'il fallait encore le démontrer, on est extrêmement loin d'un urbanisme que j'ai connu à l'époque où j'étais étudiant, hein, et où il s'agissait essentiellement de tracer des grandes rues toutes droites sur un plan qui était une feuille de papier blanc. Votre thèse, elle montre évidemment toute la richesse de cette vie sociale qui existe dans cette trame vrière très complexe de ces villes de l'Asie du Sud-Est, tous les problèmes que pose la recomposition de l'espace public par rapport justement à cette vie sociale. Et je pense que vous allez lui poser quelques questions, hein, en espérant que le décalage horaire où on apprend, je ne sais pas, au milieu de la nuit, lui permette d'y répondre et qu'on l'entende aussi, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas l'impression que ça marchait très bien. Si? On vous entend? Vous pouvez parler, dire quelque chose? Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. J'en profite pour remercier l'équipe technique pour son aide et je vous prie de m'excuser de mon absence auprès de vous aujourd'hui, même si par la magie de la visioconférence, je suis ravie de participer pour cette fin de journée. Très bien, merci beaucoup. Il est vrai que j'avais plusieurs questions à poser à la fois donc à Marie et à Christelle qui se trouvent devant moi, mais si elle veut nous rejoindre, ce serait peut-être pas mal, sachant que vous le savez, enfin pour le public, je rappelle les titres de vos thèses. Celle de Marie s'intitule Les ruelles de Ho Chi Minh Ville, tramviaire et recomposition des espaces publics, tandis que celle de Christelle s'intitule Ville et ports fluviaux, le projet comme dispositif de reconnexion, regard croisé sur Bruxelles et Lille. Alors l'idée, c'était évidemment d'être d'une part très court et de vous poser des questions communes. Alors, je vais faire les choses très très simplement. Vos travaux ont un point commun, dans le sens où ils s'inscrivent dans une dynamique urbaine globalisée, à savoir quelque chose de très classique qu'avait rappelé M. Lacour, à savoir la production de la ville dans un monde libéral et mondialisé, bref, la métropolisation. Alors, Christelle l'aborde d'une façon qui est assez originale, me semble-t-il, à savoir qu'elle a travaillé sur la reconnexion, effectivement, entre la ville et son port fluvial, et la mise en valeur du fleuve. Et il s'agit ainsi, par conséquent, de transformer certaines friches pour les faire entrer finalement dans une nouvelle économie, dans une nouvelle modernité adaptée aux contingences économiques, aux modes de consommation du XXIe siècle. Du côté des travaux de Marie, ces travaux aussi s'inscrivent dans finalement une adaptation de la ville, et en particulier de ces ruelles, de ce tracé viaire qui est quand même très très subtil, dans la modernisation finalement de la société. Sachant que le Vietnam est entré dans l'ASEAN en 1995 et dans l'OMC en 2007, donc ce pays s'inscrit finalement dans une logique extrêmement mondialisée. Et donc la construction métropolitaine que Marie a bien décrite vise donc à construire, et là je la cite, une ville verte, civilisée, moderne, et à produire un citoyen modèle et mondial. Donc à partir de là, j'ai simplement 2 ou 3 petites questions à poser à chacune d'entre elles. Est-ce que Marie et Christelle peuvent décrire en 5 minutes, pas plus, le modèle urbain auquel s'adosse le développement des villes étudiées, sachant que les villes sont très très différentes. Et pense-t-elle qu'il existe une sorte de référent mondial ou un modèle urbain universel en termes de modernisation de la société par la ville? Et évidemment, la dernière question est quelles en sont finalement les particularités ou les spécificités locales? Alors, je ne sais pas si Marie veut commencer. Oui, absolument. Je vous remercie pour cette question, et je trouve que la question du modèle est particulièrement pertinente pour le cas de Ho Chi Minh Ville, avant même la métropolisation, hein, puisqu'on a des assemblages de références urbaines dans cette ville dès
Sa constitution, c'est une ville récente qui date du XVIIe siècle, qui est née d'un modèle sino-colonial. Au départ, Saigon était une ville marchande, un comptoir chinois, auquel s'est adjoint la ville coloniale. Puis elle fut marquée par le modèle de la ville socialiste entre 75 et 86. Et en fait, ces différents modèles ont fait qu'il y a toujours eu dans cette ville une articulation entre le planifié et le spontané. Et ça, c'est quelque chose qui reste au moment où la ville aujourd'hui entre dans une nouvelle phase de modernisation, marquée, comme vous l'avez dit, par la métropolisation, sachant que Ho Chi Minh Ville reste une ville du Sud, donc la métropolisation s'aborde d'abord dans une perspective de rattrapage de standards internationaux, et en même temps, la ville s'engage dans la régionalisation, l'internationalisation. Et le premier modèle, en fait, par lequel elle s'insère dans la métropolisation, je dirais que c'est le fonctionnalisme. Pour Ho Chi Minh Ville, qui se pense comme une ville moderne, en réalité, la modernité dont il est question, quand on la lit, par exemple, dans le schéma directeur, fait penser aux éléments du modernisme. Ce qui prime, c'est la fluidité, c'est la ville des réseaux, la ville des flux, la ville des infrastructures, par opposition à la ville historique, organique, polyfonctionnelle. Donc aujourd'hui, en fait, la métropolisation passe par le fait qu'on remplace la croissance organique historique de la ville par un urbanisme de projet, ce qui se traduit par de nouvelles échelles de production de la ville, donc des super blocs, des méga projets et des nouveaux quartiers très grands qui sont en périphérie, une internationalisation des acteurs, des formes, des capitaux, un primat nouveau aussi de l'expertise dans la production de la ville, alors que historiquement il y a toujours eu une participation habitante très importante, et une externalisation des interventions urbaines. Par ailleurs, aujourd'hui, le modèle de la métropole, c'est la métropole verticale, un modèle asiatique s'il en est, avec Singapour, Hong Kong, Shanghai. Donc aujourd'hui, on peut dire que les figures urbaines, notamment les tours, prennent le pas sur la texture urbaine qui serait historiquement les ruelles. Donc on est bien dans un processus de métropolisation avec des mutations radicales, il y a une lame de fond très, très forte. Mais dans mon projet de thèse, je voulais montrer que cette métropolisation concerne également la profondeur en fait, du tissu urbain hérité et pas seulement les formes plus visibles et récentes de la périphérie avec les nouveaux quartiers, les tours, et que ces processus affectent vraiment la profondeur des tissus urbains. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir comment les habitants de la ville ordinaire négocient cette modernisation, puisque les ruelles, en fait, se modernisent, même si c'est une figure ancienne de la ville. Donc je les appelle dans ma thèse des envers métropolitains. Pour moi, les ruelles participent de la métropolisation, elles s'adaptent, mais elles sont moins connues, moins reconnues. Elles étaient à peine cartographiées au début des années 2000, par exemple. Donc c'est vraiment voilà, une approche de la métropolisation par l'envers de la ville. Et ces ruelles aujourd'hui n'échappent pas finalement à la tendance que j'appelle le fonctionnalisme à la vietnamienne contemporain. Le Corbusier étant d'ailleurs très régulièrement cité dans les entretiens par les acteurs de la ville aujourd'hui. Merci Marie pour cette réponse très claire et très complète. Je vais peut-être demander à Chris, je pose les mêmes questions à Christelle et peut-être se rapprocher un tout petit peu de moi pour éviter de voir son visage coupé en deux dans la petite... Donc s'il vous plaît. Ok. Pour compléter la réponse, moi, on a parlé de métropolisation, donc c'est quelque chose que j'ai soulevé aussi dans ma thèse, tant pour Lille que Bruxelles. Mais je voulais peut-être compléter sur la problématique de l'internationalisation. Donc, puisque en m'appuyant sur les deux études de cas que j'ai plus particulièrement étudiées, donc Lille et Bruxelles, qui se trouvent aussi dans un processus d'internationalisation toutes les deux, et tendent même à vouloir l'accélérer. Alors, cette internationalisation passe par plusieurs ingrédients qui avaient été mis en évidence par le président du jury, Christian van der Moten, ici. Donc, d'abord par une excellente connexion au réseau de transport, donc le fluvial, mais surtout aujourd'hui l'autoroutier et le ferroviaire. Ensuite, Lille et Bruxelles sont aussi des viviers artistiques avec un rayonnement international, et on voit que du coup les voies d'eau et le tissu autour des voies d'eau sont aujourd'hui accaparés par les artistes qui vont les utiliser comme spot pour montrer leur production artistique.
Ça passe aussi par la recherche scientifique et l'innovation. Donc c'est pas un thème que j'ai développé dans ma thèse, mais c'est un des ingrédients de cette internationalisation. À Lille, par exemple, la recherche scientifique et l'innovation va utiliser aussi quelque part les territoires liés à l'eau pour se faire médiatiser. Et je pense en particulier à Euratechnologie, qui utilise les nouveaux secteurs économiques comme les technologies de l'information et de la communication, ou le CETI aujourd'hui, le Centre européen des textiles innovants. Donc tous ces projets en fait émergent dans l'ancien bassin industriel et donc autour de ces quartiers qui sont en train de se transformer le long des voies d'eau. Par contre, quelque chose qui distingue vraiment les deux villes dans ce processus d'internationalisation et qui dépasse aussi le cadre de ma recherche, mais que je pense qu'il est important de souligner, c'est la présence des institutions européennes à Bruxelles et d'autres institutions internationales comme l'OTAN, en fait, qui vont impacter notamment sur le marché du logement, faire gonfler les prix et donc avoir un impact et prolonger sans doute la dualisation sociale, qui est aussi une réalité de ces deux villes qui tendent toujours à s'internationaliser. Merci beaucoup. Et c'est vrai que vos deux travaux, chacune se différencie et se distingue par beaucoup d'éléments. Mais je vais partir sur quelque chose d'assez classique. Les travaux de Christelle portent sur un cas français et un cas belge, et sa thèse me semble assez opérationnelle. Donc finalement, ces conclusions sont assez facilement appropriables par un urbaniste, par un opérationnel. Par contre, du côté de Marie, sa thèse concerne donc un pays asiatique dont le pouvoir est très autoritaire, donc c'est vraiment un contexte politique particulier, frappé par le néolibéralisme, et donc dont les résultats recherche sont de leur côté un peu plus difficilement appropriables, entre autres, par les professionnels européens. Donc ma question sera la suivante. À l'heure où aujourd'hui une des considérations majeures, une des interrogations majeures pour les aménageurs français, c'est évidemment savoir comment financer leurs opérations, mais aussi comment est-ce que leur production urbaine va être appropriée par les futurs habitants. Quels sont donc les 3 points, on en prend 3 arbitrairement, que Marie adresserait à partir de son expérience asiatique aux aménageurs français? Autrement dit, quelles sont les leçons du Vietnam à partir de son analyse des anciennes ruelles vietnamiennes qui incarnent cette ville qu'elle qualifie d'ordinaire? Je vous remercie de poser cette question à l'heure où, travaillant sur une ville du Sud, je m'inscris sur le plan théorique dans ce qu'on appelle en anglais le Global South, c'est-à-dire essayer de montrer comment aujourd'hui la théorie urbaine ne doit plus être forgée uniquement à partir des modèles de villes européennes, américaines dites du Nord, et comment on peut apprendre en fait d'autres contextes urbains. Et le premier point, je pense, qui peut être intéressant pour des urbanistes européens et français, c'est la réversibilité programmatique de la ville vietnamienne, si on veut le dire de manière condensée, c'est-à-dire que historiquement et encore aujourd'hui, la plupart des espaces sont polyfonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'articuler différentes fonctions qui tournent au fil de la journée, selon les jours de la semaine, selon les moments de l'année, grâce à un continuum en fait d'activités que j'ai essayé de décrire dans le cadre des ruelles, qui sont des espaces très restreints. On est dans la ville asiatique dans un stress foncier très important, en particulier dans les quartiers historiques, et pourtant cette ville accueille une vie sociale extrêmement riche et dense. Et j'en viens, ça c'est un élément intéressant d'arriver à penser les projets urbains de manière polyfonctionnelle pour qu'ils puissent évoluer au fil du temps ou même sur des cycles plus longs. Et j'en viens donc à un deuxième point qui est comment on peut apprendre de la ville vietnamienne pour repenser l'espace public, même si cette notion au départ est très européenne, on l'associe souvent à l'agora grecque. Et en réalité, le problème c'est qu'au Vietnam, on peut se demander où est l'espace public, dans un pays autoritaire où la liberté de parole n'a pas vraiment d'espace d'expression. Donc on peut simplement dire qu'il n'y a pas d'espace public, ou on peut aller plus loin et essayer de retravailler cette notion, ce que j'ai essayé de faire à partir de travaux d'Américains comme Don Mitchell et Lynn Staley, qui pensent l'espace public à partir de 3 critères, ils appellent des régimes de publicité, en fondant la publicité d'un espace
pas seulement sur le statut juridique de l'espace, mais sur les pratiques notamment. Et en fait, par ce jeu des pratiques, on a des espaces publics beaucoup plus riches, et on peut penser l'espace public en dehors d'un cadre classique qui serait le parc, la grande rue, sachant qu'au Vietnam, on a très peu d'espaces ouverts. Il permet aujourd'hui, dans des recherches plus récentes, d'interroger même la figure du centre commercial comme potentiel espace public. Puisque au Vietnam, la réunion, par exemple, le droit de réunion est interdit, et puis dans les ruelles ou même dans la rue, espace public classique à l'européenne, on est souvent sur écoute. Alors les jeunes aujourd'hui, quand ils veulent parler politique ou avoir bénéficié de plus d'intimité, paradoxalement, ils vont aller dans un espace privé qui serait le café au cœur du centre commercial. Et on a tendance souvent, en tant que chercheurs occidentaux, à avoir une privatisation de la ville. C'est une réalité, mais seulement partielle, puisqu'on peut créer du public, de l'espace public, en jouant le statut d'espace privé. Donc à nouveau, cette fluidité, je pense, c'est un élément intéressant à prendre en compte dans les projets occidentaux. Et le troisième point, c'est l'échelle humaine de la ville asiatique, hein, ce qu'on appelle parfois en anglais le embodied urbanism, c'est-à-dire vraiment penser à un urbanisme de l'échelle humaine, à rebours peut-être de la verticalité que la ville vietnamienne nous permet de prendre en compte les pratiques habitantes aussi dans la production de la ville. Le modèle vietnamien, en fait, certes, il y a un État fort qui est très prescripteur en matière urbaine et qui l'est de plus en plus, mais historiquement, dans la production des espaces, les habitants ont toujours participé à la production des espaces. Et ça, je pense qu'à l'heure où aujourd'hui on est dans la participation au projet, c'est des éléments intéressants peut-être à prendre en compte du côté du cas vietnamien. Eh bien, merci beaucoup encore pour ces réponses très complètes. Et une dernière question pour Christelle. Donc, une des grandes qualités très rares de son travail, c'est une dimension opérationnelle donc très poussée et tout un travail interdisciplinaire que j'ai trouvé vraiment assez formidable. Donc ma question, qui sera une question finalement assez opérationnelle, sera la suivante. Quelles sont donc les conditions foncières pour développer des projets qui articulent ville et port fluvial? Oui, donc dans le cadre de mon travail, c'est une question importante parce qu'une des choses que j'ai soulignées, c'est que c'est justement la question foncière qui a tendance aujourd'hui à faire prolonger cette déconnexion entre ville et port, pour la bonne raison que les terrains portuaires aujourd'hui sont des terrains idéaux pour réaliser une plus-value foncière. Parce que ce sont des terrains peu coûteux en raison de leur affectation, mais aussi en raison de leur localisation. Donc, c'est-à-dire dans des quartiers anciennement ouvriers qui restent aujourd'hui paupérisés. Et du coup, les acteurs immobiliers vont évidemment convoiter ces terrains pour pouvoir y produire des logements chers à destination de populations aisées. Et donc pouvoir réaliser par définition cette plus-value foncière, donc en achetant un terrain à bas prix pour réaliser des logements assez chers. Donc du coup, les conditions pour réaliser cette reconnexion, ou du moins une meilleure mixité fonctionnelle, ce serait d'une part que les acteurs qui maîtrisent le sol, et en premier lieu du coup les acteurs portuaires, ne se dirigent pas en premier lieu vers une action purement de promotion immobilière, donc soit en vendant le terrain, soit en endossant eux-mêmes le rôle de promoteur immobilier, ce qui s'est fait dans plusieurs villes. La deuxième condition, c'est ensuite qu'il y ait une prise de conscience chez l'ensemble, pour l'ensemble des acteurs, d'un intérêt de cette mixité fonctionnelle. Pour les acteurs portuaires, ça passe par la préoccupation d'une intégration urbaine afin de sensibiliser les citoyens de l'importance de leur mission. C'est parfois, et aujourd'hui sans doute, une question de survie pour eux, de ce métier, ou en tout cas cette activité est souvent méconnue du grand public. J'avais montré dans ma thèse notamment que la plupart des gens qui aiment se promener autour du port, en fait, voient le port comme des chantiers. Ils pensent qu'en fait c'est des chantiers, les tas de sable, c'est pas le port mais c'est des chantiers. Donc il y a vraiment un travail pour eux à faire sur leur visibilité et sur leur rôle dans la société.
et donc d'une prise de conscience aussi chez les acteurs urbains de cet intérêt d'une mixité fonctionnelle. Et chez eux, ça passe par la préoccupation de protéger et d'une volonté politique évidemment qui s'accompagne, de protéger les fonctions plus faibles, comme la fonction industrielle, comme la fonction portuaire, par rapport à d'autres fonctions qui sont plus fortes, comme le logement ou les activités de bureau. Et puis la troisième condition, c'est la capacité de ces acteurs à créer des cadres de dialogue pour inventer cette mixité, puisque aujourd'hui il n'existe pas de cadre de dialogue, du moins structurel, pour que l'ensemble de ces acteurs puissent discuter. Et ces discussions en fait se font souvent par l'intermédiaire de projets ponctuels et vont souvent arriver à se cristalliser sur des conflits locaux du coup et empêchent quelque part un débat de fond sur la place du port dans la ville. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Enfin, bravo à toutes les deux pour vos travaux. Il revient sûrement au président de vous féliciter. Merci. Bien, ben, encore toutes les félicitations du jury. D'habitude, j'embrasse la lauréate, mais ici, je ne peux pas. Alors, je vais me rabattre sur la deuxième lauréate. Félicitations. Oui, il y a aussi l'habitude de remettre une enveloppe avec un chèque, mais alors là non plus on ne peut pas, puisqu'un prix c'est aussi un peu d'argent. Mais je viens d'apprendre qu'en Belgique il n'y a plus de chèques, donc il va falloir trouver une autre solution pour vous aussi. Donc c'est une catastrophe, mais on vous remercie beaucoup Marie et Christelle d'avoir participé, d'avoir permis que nous tenions cette après-midi passionnante grâce à vos travaux et grâce à toutes les portes que vous avez ouvertes. Donc merci beaucoup, on va boire un coup à votre santé.